Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence consacrée au BIM, à la maquette numérique avec l'agence Art Build, au travers de l'expérience de cette agence et notamment sur le projet du nouveau centre de traitement des grands brûlés de Percy. Le rêve de concentrer dans un seul modèle informatique l'ensemble des données d'un bâtiment devient aujourd'hui une réalité tangible. Art Build s'active depuis 2007 à inscrire toutes ses réalisations dans cette presque réalité. Le BIM va donc se généraliser dans le futur et notamment via les appels d'offres publics. De plus en plus de bureaux d'études, stabilité et techniques spéciales sont compatibles BIM. L'architecte garant de la coordination des études est au cœur de ce processus. Réalisé en conception-réalisation avec Bouygues Ouvrages Publics, le projet du nouveau centre de traitement des grands brûlés de Percy est développé en maquette numérique depuis la phase APD. Cette méthode de travail a permis, entre autres, d'identifier et de résoudre rapidement les points de conflit en pré-synthèse. La maquette numérique a été partagée avec tous les membres du groupement pour les phases d'études et services, également de support pour les industriels lors de la construction. Pour nous en parler aujourd'hui, nous accueillons Florence Kersal de CETEC Bâtiment. Bonjour. Cédric Raffin, Bouygues, bâtiment IDF. Et Charlotte Pitch, architecte au sein d'Art Build. Et avec nous, Fabrice Bougon, économiste. Fabrice Bougon, économiste. Charlotte, avant de débuter, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter l'agence Art Build, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Merci David. Donc Art Build en 2 minutes, c'est une agence d'architecture d'origine belge. On a une centaine de personnes dont le siège est basé à Bruxelles, avec des entités aujourd'hui à Paris, Toulouse et au Luxembourg. Et donc c'est vrai qu'Art Build est plus connu en France pour ses réalisations hospitalières, mais on ne fait pas que ça. C'est vrai que le secteur hospitalier représente plus de 50% de notre activité, mais on a également des références dans des gros sièges sociaux. On a construit le siège de Thales Communication à Gennevilliers, on a fait des projets pour le Conseil de l'Europe à Strasbourg et également des gros projets de centres commerciaux. Donc on a hâte sur le territoire français aussi à pouvoir faire d'autres projets que dans le secteur hospitalier qui nous a bien occupés depuis quelques années. Merci. Je vais vous laisser maintenant avec Cédric Raffin nous présenter le projet du nouveau centre de traitement des grands brûlés de Percy. Tout à fait. Donc c'est un projet un projet qui a été lancé en conception-réalisation il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Donc le groupement Bouygues Construction, on était également donc avec Fabrice Bougon, économiste, et donc Florence Kersalé du bureau d'études CETEC. Donc c'est un projet assez emblématique. C'est une démolition-reconstruction pour ceux qui connaissent l'hôpital Percy à Clamart. Donc c'est une démolition-reconstruction sur site existant avec toutes les contraintes d'accès et de site, puisqu'on est en site occupé, un hôpital dont l'activité ne doit évidemment pas être interrompue, une hélistation qui est également en cours de fonctionnement pendant le chantier. Donc on retrouve l'entrée principale du monobloc. Le site en fait, de traitement des grands brûlés est un bâtiment qui est situé à l'arrière, donc à l'ouest de l'hôpital Percy. Le programme demandait des contraintes assez fortes en termes de liaison, puisque l'entrée principale du monobloc sert d'entrée au site du traitement des grands brûlés. Il fallait également prévoir des accès, des liaisons au niveau logistique et patients couchés. Je vais y revenir. Donc on a concilié toutes ces contraintes, donc de respect de l'environnement bâti évidemment, création de relations fortes et donc d'en faire également un centre d'excellence performant. Le concept fonctionnel architectural, donc une organisation générale qu'on a organisée d'une manière assez claire, donc un bâtiment en niveau -2 qui regroupe donc l'ensemble du secteur de réanimation, un niveau 0 en liaison de plein pied avec l'accueil et les consultations de l'hôpital Percy, dans lequel on retrouve des fonctions de consultation, d'accueil des visiteurs, un niveau -1 qui regroupe des fonctions du secteur administratif, et puis le niveau -2 qui comporte le secteur des grands brûlés. Et la particularité aussi, c'est que les tâches techniques se retrouvent au niveau -3, donc ensemble de ce secteur lourd. Les principes volumétriques, donc on retrouve un terrain en fait donc assez accidenté. Donc on a une volumétrie qui exprime les fonctions du projet. On a voulu amener un maximum de lumière naturelle,
puisque on a 22 chambres de grands brûlés, donc il y avait une volonté d'amener un maximum de lumière pour les patients, mais aussi pour le personnel. Je vais y revenir. C'est un projet à échelle humaine, il fait 3500 mètres carrés, et on a voulu exploiter la lumière naturelle au maximum, avec des vues sur les passerelles de liaison avec le monobloc également. Aujourd'hui, le projet du CTB est une grande serre, pour ceux qui le connaissent, et donc on a voulu recréer une ambiance paysagère à l'intérieur du projet en créant ces grands patios. Et donc on a évidemment tenu compte de la qualité pour les patients, mais également de qualité de vie pour le personnel qui travaille dans un secteur assez difficile. Un parcours visiteur, donc une des contraintes du programme était aussi celle du parcours visiteur qui se situait donc à l'extérieur du projet, puisque les visites ne se font que via des sas de visite à l'extérieur. Et donc on a organisé toute une promenade à l'extérieur, puisque les heures de visite sont assez réduites sur ce type de service. Et on a voulu privilégier l'accès à la lumière naturelle pour les patients, et donc de plutôt aménager des sas d'accès vers la chambre et ne pas masquer l'ensemble des façades par un couloir périphérique. Donc, au niveau des voiles de façade du niveau -2 qui accueille tout ce qui est process médical, des matériaux pérennes ont été choisis, donc du béton lasuré avec une isolation intérieure. Et au niveau de l'émergence du niveau 0 au niveau -1, qui accueille les fonctions d'accueil et administratives hospitalières, nous avons un voile de béton avec un isolant extérieur et un bardage double pot ventilé au niveau du niveau 0 et -1. Alors les grands principes fonctionnels, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc ce niveau 0 qui regroupe les fonctions d'accueil, les fonctions de soins externes et un local administratif, une salle de réunion. On retrouve donc un circuit visiteur, donc je vous expliquais tout à l'heure, circuit visiteur donc, qui permet d'accéder directement au niveau -2 et à ce parcours extérieur. Et on a intégré également ce qu'on appelait le salon des familles, qui ne faisait pas partie du programme initialement, pour permettre aux familles donc, qui viennent visiter des patients qui peuvent rester des mois entiers, parfois dans ces services, de se retrouver dans un local au niveau d'accueil. On retrouve également à ce niveau un accès pour la partie ambulatoire, puisque des patients ambulatoires peuvent venir au centre traitement des grands brûlés également. Le secteur -1, c'est un secteur purement administratif pour le personnel. On y retrouve quelques chambres de garde également, un local détente qui donne sur cette toiture végétalisée que vous avez vue sur la perspective extérieure. Et à ce niveau-là, on a créé aussi un accès personnel dédié, direct, en liaison avec le parking qui se situe sous les lits stations. Voilà, la salle de détente du personnel. Le niveau -2, donc, qui est le secteur de réanimation proprement dit. Donc une zone filtre en liaison avec le bâtiment Percy existant. La zone fil, voilà, pardon. Le secteur protégé lui-même. Toute une zone ambulatoire fil. Donc des patients peuvent venir accéder par le niveau 0 et donc subir une intervention en hôpital de jour dans le secteur protégé du secteur des grands brûlés. La zone filtre elle-même, donc, qui permet l'accès aux ambulances, l'accès au déchocage avec des liaisons directes vers le bloc opératoire. Et donc en jaune orangé ici, tout le service de réanimation. Et on a implanté au cœur du dispositif, donc vraiment entre les chambres de grands brûlés et le plateau technique, toute la partie logistique en liaison avec le monobloc existant, puisqu'on devait créer une gare AGV par une passerelle de liaison au niveau -2. Donc en termes de flux, donc on retrouve le flux patient couché, puisque des patients hospitalisés dans le monobloc peuvent venir en intervention dans le bloc opératoire du CTB, et inversement, un patient qui quitte le CTB peut poursuivre sa revalidation dans le monobloc. Un circuit flux logistique donc, avec une interface entre la réanimation et les blocs existants, et donc cette disposition de gare AGV avec des sas in et out vers le monobloc existant.
tout le flux urgence déchocage, donc une arrivée de patients en ambulance ou en hélice-station au travers d'une salle d'urgence, d'une salle de déchocage, et donc un accès direct vers un couloir qui mène soit aux 3 sous-unités, soit à un secteur de crise autonome qui nous était également demandé dans le programme. Un flux ambulatoire avec un accès dédié depuis le niveau 0. Le flux personnel que j'expliquais tout à l'heure, donc une entrée. Exceptionnellement, on permet à des visiteurs de rentrer dans le service via donc un sas contrôlé, puisqu'on est en atmosphère évidemment très contrôlée dans ce type de service. Les postes de surveillance, donc, qui est le point de supervision des unités de soins. Donc on a positionné au centre de chaque sous-unité de CILI un poste de surveillance, au dos duquel on retrouve chaque fois un patio, donc avec un apport généreux de lumière naturelle. Et on a également créé à l'interface de ces 3 postes de surveillance de sous-unités un poste central médical au cœur du secteur de réanimation qui était aussi qui n'était pas nécessairement décrit dans le programme, mais on trouvait que c'était pertinent d'implanter une zone un petit peu en dehors des unités, mais qui pouvait être une zone de repli pour le personnel, qui intégrait donc le tableau de planification, qui permettait une synergie de travail en équipe et qui lui est aussi positionné, comme vous le voyez là sur l'image, au cœur des deux patios. Un zoom sur une unité, donc on retrouve 6 chambres de grands brûlés. On a une unité ISO 5, 2 unités ISO 7, un poste de surveillance centrale, et donc chaque unité dispose également de sa balnéothérapie, puisque les patients ne quittent donc pas la sous-unité pour aller en traitement de balnéothérapie. Alors, un niveau technique complet dédié donc en fait à l'ensemble des besoins fluides. Comme l'a dit Charlotte, tous les espaces de chambre sont ISO 5 ou ISO 7, donc beaucoup de traitements d'air. Un espace donc accessible au niveau maintenance par la cour de service ou par un monte charge. Donc on voit effectivement l'ensemble des locaux techniques qui sont très importants, qui expliquent aussi le besoin de la maquette numérique après. Vas-y. On voit que les patios descendent jusqu'en bas pour pouvoir effectivement faire les prises d'amener d'air neuf. Donc on a fait le choix de descendre les patios jusqu'en bas. Donc on a effectivement une sensibilité des malades qui n'ont plus de défense immunitaire, qui nécessitent une continuité d'exploitation, une continuité des redondances électriques. On a aujourd'hui prévu donc 2 arrivées en électricité, plus un groupe électrogène, plus la possibilité de mettre un groupe mobile. On a aussi effectivement donc de l'eau bactériologiquement maîtrisée pour pouvoir décoller les pores mortes des patients pour que la peau se régénère. Donc on fait une eau très très pure qui demande en fait une filtration en série très importante, double filtration, traitement UV, filtration terminale, possibilité de choc thermique ou choc chloré. On a ensuite effectivement donc un traitement d'air très important avec ces chambres ISO, et donc je vais vous expliquer un peu plus en détail les redondances qu'on a prévues. On a fait un choix aussi dans notre projet de consommation. On ne voulait pas effectivement faire tout en air neuf. Ça fait effectivement beaucoup de besoins de réchauffage de l'air neuf et de filtration. Donc on a prévu du recyclage. Chaque chambre a sa propre CTA de recyclage avec une amenée d'air neuf compensatoire de 6000 m3 en air neuf, alors que si c'était tout air neuf, c'est 2900. Donc on voit qu'effectivement on a cherché aussi à réduire les consommations pour le client toute la vie du bâtiment. On a donc effectivement des redondances au niveau de centrales de traitement d'air qui amènent cet air neuf. On en a 2, et on a donc cette centrale de traitement d'air par chambre qui permet le recyclage. S'il y a une panne sur une centrale de traitement d'air neuf, il y a la seconde qui fonctionne. En cas de panne effectivement ou de maintenance de la CTA de recyclage, on emmène une unité mobile dans la chambre sous tente. Alors l'environnement du patient, donc un petit mot sur la chambre. On a passé beaucoup de temps pendant la phase concours à imaginer, je ne vais pas dire la chambre idéale, mais la meilleure ergonomie en tout cas pour le patient, parce qu'il y avait énormément de contraintes. Et comme j'expliquais tout à l'heure, on a voulu vraiment
on a passé beaucoup de temps à réfléchir à la position idéale du sas d'accès du personnel, puisque 80% des accès dans la chambre dans la journée d'un patient se fait pour le personnel et pas pour le lit du patient. Donc on a pris le parti de mettre un sas personnel, on va le voir latéralement, comme ceci, et pas face à la chambre. Et donc on a un accès à la chambre pour le lit et le patient lorsqu'il va au bloc opératoire. On retrouve également donc cet accès visiteur sur le circuit périphérique extérieur qu'on a volontairement décalé vers le haut pour permettre d'avoir un accès à la lumière naturelle le plus ouvert possible pour le patient. Donc un soin à l'ergonomie et une géométrie simple, hein, on a quasi un carré là pour cette chambre, et donc évidemment la lumière naturelle qui est source de confort, on le sait. La nature omniprésente, je vous l'ai montré, hein, donc il y a les patios, il y a le circuit patient extérieur, et alors on a traité cette notion de cinquième façade, hein, que vous connaissez bien, donc sur toute la toiture du niveau -2. Donc on a des vues depuis le monobloc, on a toutes les vues depuis l'émergence au niveau -1 et -2. Donc on a profité de cette façade végétalisée pour y créer aussi une terrasse pour le personnel depuis la salle de détente. Alors, donc, pourquoi le BIM? Donc c'est vrai que ce projet, initialement, il n'y a pas de demande spécifique dans le cadre du concours. Le concours, on l'a fait de manière assez traditionnelle, hein, concours en conception-réalisation, ça va vite, il faut travailler main dans la main avec notre bureau d'études et puis surtout notre mandataire entreprise dès le début. Et donc on a décidé, après avoir été désigné lauréat, de le passer en BIM. Hein. Donc on a été initiateur un petit peu de cette proposition, et on va vous expliquer pourquoi et surtout comment on a fait. Donc en 2 mots, tout le monde sait ce que c'est le BIM. Hein. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Peut-être juste une petite précision, c'est que cette méthode de travail collaborative, nous, comme l'a dit David Antibi, on la travaille depuis 7-8 ans chez Art & Build, et on y a trouvé un réel intérêt. Aujourd'hui, je pense que c'est une vraie réalité. Il y a quand même trois notions que je voudrais juste parcourir ou juste vous expliquer. C'est qu'il y a 3 BIM en fait. Il y a le BIM conception, qui est le BIM qu'on a fait dans le cadre de ce projet, qui est le BIM qui concerne la maîtrise d'œuvre avant le démarrage des chantiers. Il y a le BIM exécution, donc qui va prendre en compte l'ensemble des plans d'exécution de l'entreprise. Et du coup, ici, ça a un réel intérêt puisqu'on est en conception-réalisation avec Bouygues Bâtiment. Et puis, il y a derrière le BIM exploitation-maintenance, qui est le rêve de tout gestionnaire d'hôpital, hein, de pouvoir demain se dire, je sais que cette tête de détection incendie, je dois les changer dans quel délai, ces filtres de CTA aussi. Enfin, voilà, ça, c'est les fameux 3 BIM. Alors, pourquoi sur ce projet ? Donc, il y avait d'abord un souhait de monter en compétences. On est persuadé, quand on voit tout ce que peut nous offrir le BIM, que c'est l'évolution des méthodes de constructives de demain. C'est un projet à haute technicité, mais qui reste raisonnable en taille. Je rappelle, 3500 m² de surface utile à peu près. Mais toutes les chambres sont des salles blanches. Il y a 3 blocs opératoires qui sont tous traités ISO 5. Les délais d'études étaient très courts, puisque nous avions 8 semaines pour réaliser un APD et 6 semaines pour réaliser un pro. Et une synthèse technique qui s'annonçait complexe. On l'a vu au niveau du niveau -3, il est entièrement dédié à l'exploitation du niveau -2. Donc comment est-ce qu'on a réalisé la mise en place de ce process ? Donc nous avons désigné un BIM manager qui a eu la charge d'animer les réunions collaboratives, de créer une plateforme dédiée. Il a eu aussi la charge de repérage et a laissé la résolution du conflit à l'ensemble des intervenants de maîtrise d'œuvre. Nous avons dû, comme le maître d'ouvrage n'était pas demandeur de cette étude, nous avons dû donc réaliser tous les livrables en 2D à partir de la maquette numérique. La maquette numérique a été initiée par l'agence Art & Build dès la phase APD, puisque nous avions en fin de phase APS résolu tous les problèmes fonctionnels.
Et CETEC a, pour sa part, commencé la maquette au niveau pro, la maquette technique au niveau pro. Donc, qu'est-ce que ça donne sur ce bâtiment? Donc, la maquette architecturale, qui s'est déclinée en maquette gros œuvre, associée à une maquette CET, toute à travers des réunions de projet, des revues de projet, des réunions collaboratives, qui réunissaient l'ensemble des intervenants, la maîtrise d'œuvre et l'entreprise. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce type de conflit, brutalement. Donc après, on peut vous faire part des questions qu'on s'est posées et des difficultés qu'on a rencontrées, parce qu'il est évident que l'ensemble de ces conflits ne sont pas à résoudre au niveau pro, au niveau de la pré-synthèse, et que la synthèse d'exécution, elle, doit garder son rôle et ne pas empiéter sur la phase développement de projet. Donc les difficultés rencontrées, c'est des réticences et des retours en arrière pour les sous-traitants. En fait, l'ensemble de nos sous-traitants ne sont pas aujourd'hui en mesure de réaliser leurs études sous forme de maquette numérique. Donc les pionniers là-dedans, ce sont les sous-traitants corps d'état technique qui, eux, sont très intéressés par les maquettes numériques et eux font, tout comme le gros œuvre, développent leur projet d'exécution sous forme de maquette numérique. Pour les autres sous-traitants, ça nous oblige à faire des livrables en 2D. La hiérarchisation des conflits à résoudre, c'est donc ce que je vous présentais tout à l'heure. Il ne faut pas imaginer que la maquette numérique va résoudre en phase pro l'ensemble de la synthèse d'exécution. Donc il a été décidé de résoudre certains types de conflits, les faciles ou les très impactants, et de laisser un certain nombre de conflits à résoudre en phase d'exécution. Et une production supplémentaire donc pour les livrables en 2D. Les problèmes qu'on a rencontrés d'une façon générale étaient liés à une montée en compétence de l'ensemble des acteurs, et pas donc des problèmes qui sont somme toute éphémères. Quels avantages? Donc, la maquette numérique, elle offre une compréhension volumétrique aisée à l'ensemble des intervenants, jusqu'aux utilisateurs qui n'ont pas toujours l'habitude de lire des plans. Des échanges facilités avec toutes les parties prenantes, et surtout en temps réel ou en quasi-temps réel, ce qui est une des grosses différences avec une conception-réalisation plus classique. Le respect de livraison des différentes phases dans les délais très courts, oui, c'était un des arguments forts qui nous a fait nous décider pour le BIM. La maîtrise d'ouvrage garde la maquette et peut l'utiliser en exploitation, donc ça, c'est le devenir de demain. Et enfin, un pro de qualité reconnu par les équipes d'exécution qui ne sont pas toujours tendres au niveau des études. Donc je repasse la main pour la conclusion à Charlotte. Un rapide petit mot, et puis peut-être que Florence aura aussi un mot à dire, point de vue bureau d'études. Donc effectivement, nous, on a, comme vous l'a dit Cédric, on a rencontré quelques difficultés, parce qu'il y a des retours en arrière qui nous génèrent en fait plus de travail. Quand le client nous demande tous les livrables 2D en DWG, c'est du boulot. Il faut retransformer la maquette en livrable 2D. Donc AutoCAD, on travaille en couches. Le Revit, donc, qui nous permet de travailler en BIM, ne travaille pas du tout de cette manière-là. Donc ça représente beaucoup de boulot de revenir en arrière, mais pour rien au monde, on aurait fait autre chose, parce qu'on est convaincu que c'est une avancée. Et puis dans le cas de ce projet-là, qui est quand même très très technique, ça nous a permis de résoudre quand même énormément de conflits, je dirais plus de corps d'état techniques entre eux, moins corps d'état avec la structure, mais plutôt de corps d'état techniques entre eux, qui nous ont permis de rendre un pro plus quasi, un dossier quand même bien abouti. Donc moi je voulais rajouter qu'effectivement cette maquette numérique elle nous a permis donc d'anticiper des problèmes comme on avait prévu des groupes froids en fait en sous-sol et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas la place, donc il a fallu les monter effectivement. Donc c'est quand même mieux de rencontrer ce genre de problème pendant la conception plutôt que la phase chantier où on a des contraintes de délai et donc de tension beaucoup plus importantes. C'est une méthode qui est vraiment très fiable, la maquette numérique, et qui est essentielle pour des projets techniques. Je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière et qu'effectivement c'est l'avenir. Et enfin, la question se posait, et si c'était à refaire, si c'était à refaire de façon unanime, tout le monde répond oui, sans hésitation. Et je pense que la maquette numérique, dans des projets de conception-réalisation ou autres montages de ce type,
prend tout son sens en associant l'entreprise à la maîtrise d'œuvre et en associant les modes opératoires à la conception. Voilà. Charlotte, juste une dernière question. L'agence Artenbild est à l'origine belge. Comment ça se passe en Belgique, le BIM, aujourd'hui? On est, je pense qu'on est au même stade qu'en France. Alors nous, ça fait 8 ans qu'on travaille en Revit, pas nécessairement en BIM, parce que s'il n'y a que l'archi qui travaille en Revit, on ne peut pas dire qu'on fait du BIM. Mais je pense que ça prend, là, depuis 1 an ou 2, il y a une vraie réalité, un vrai intérêt. Donc les choses commencent à bouger. On voit des appels d'offres dans lesquels on nous demande aujourd'hui de répondre en BIM. On répond actuellement à un concours hospitalier en France où la réponse concours doit être en BIM. Donc là, on est encore un cran plus loin. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de concours sur lesquels on répond encore en version 2D AutoCAD ou en SketchUp, et puis on passe en maquette numérique au démarrage de l'APS. Donc aujourd'hui, on est dans une réalité où on commence à rentrer les concours en BIM, parce qu'on a, on a 8 ans derrière nous, on a une équipe qui est formée, et puis on y a trouvé un réel intérêt. Combien de temps il faudra pour généraliser ce maquettage numérique sur l'ensemble des projets, parce qu'il y a un réel gain de temps, il n'y a pas que ces avantages-là. Je pense que sur la partie BIM conception, j'expliquais tout à l'heure, je pense que tous les acteurs aujourd'hui, maîtrise de bureaux d'études, architectes, ils sont, j'en parle avec mes confrères, je crois que tout le monde y est, sur la maquette conception. Sur la maquette ou le BIM exécution, on a des entreprises comme Bouygues ou comme d'autres qui sont très très sensibilisés, donc les choses commencent à se mettre en place. Eux ont des soucis quelque part vis-à-vis de leurs sous-traitants qui aujourd'hui ne sont pas équipés pour. Et puis je pense que le rêve de la maquette BIM exploitation maintenance, qui a je pense tout son sens dans le secteur hospitalier, là il faudra encore un petit peu de temps, puisque outre le fait que je pense que rapidement on peut mettre les choses en place, il y a derrière la capacité des maîtres d'ouvrage à l'utiliser. À s'équiper des programmes, d'avoir la compétence pour pouvoir utiliser ces systèmes, mais je pense qu'il faut continuer. Et quand on voit depuis 2-3 ans les avancées énormes qu'il y a eu dans ce domaine, il faut évidemment tenir bon. Et donc, un autre sujet aussi qu'on a rencontré, c'est les chartes graphiques. Souvent, les hôpitaux ont beaucoup de bâtiments, plusieurs bâtiments, ils ont des chartes graphiques bien établies, ce qu'on comprend et ce qu'on respecte tout à fait. Donc tout ça, c'est des choses qui vont devoir évoluer, puisque ça va évidemment plus être du tout compatible avec la maquette BIM. Comment vous pouvez aider les maîtres d'ouvrage à évoluer dans ce sens? Il faut de la formation, des équipements? Oui, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui sensibilisés à l'intérêt de ça. Quand j'entends autour de moi, ils se forment, ils vont à des formations. On entend parler d'AMO BIM maintenant, donc ce qui est une très très bonne chose. C'est que les maîtres d'ouvrage sont conscients de cet intérêt et s'équipent petit à petit pour pouvoir, en tout cas, si pas demain tout de suite utiliser la maquette BIM exploitation, c'est en tout cas pouvoir utiliser ce que nous on va faire en conception, puisque nous, tout ce qu'on va faire en conception, on leur donne évidemment. Je veux dire, cette maquette, elle est publique, on la donne aux clients, mais l'intérêt c'est qu'ils puissent l'utiliser. S'il ne sait rien en faire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, merci de votre présence. Merci à vous pour votre attention. On vient de clôturer la dernière conférence du village des architectes. On a passé 3 jours formidables. Il y a eu en tout à peu près une vingtaine de conférences qui ont été données sur toutes les thématiques possibles, inimaginables, que les architectes nous ont présentées. Il y a eu des projets, il y a beaucoup d'ambition, il y a eu beaucoup de dynamique. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont assisté à plusieurs des conférences. Je vous remercie. Vous n'êtes pas tous là parce que sinon, on sera encore plein. Le salon est en train de se vider. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à l'année prochaine puisqu'on retrouvera le village des architectes l'an prochain avec encore davantage de projets, davantage de professionnels. Merci encore et bonne fin de journée à vous. Est-ce qu'il est possible d'avoir le maître de droit?